Hop. Ok, les résultats du bac sont tombés, incroyable. J'espère que vous avez fait une belle perf, un truc qui vous satisfait, qu'il n'y a pas trop de déception parmi vous. En général, au bac, faut le savoir, il y a 6 issues possibles. Issue numéro 1, bah tu l'as pas. Dans ce cas, bah à l'année prochaine, frérot. Tu t'es trop touché cette année, t'avais moyen de faire des annales, mais t'as préféré jouer à Valo. Bah pas de chance. Ah ouais, mais non, mais tu te fous de qui, sérieusement? De moi? Bah vas-y, viens. Issue numéro 2, tu l'as. Bravo, félicitations. Tu fais partie des 95% des étudiants français qui le décrochent chaque année. Alors certes, tu te démarques pas trop, mais une étape de plus de franchie dans ta vie. Et pour ça, bravo. Bienvenue dans la vie d'adulte, tu vas voir, c'est... Issue numéro 3, tu l'as, et en prime ta mention assez bien. Pas mal, top 55%. Tu l'as eu, et en plus assez tranquillement. Bénéf. Issue numéro 4, tu l'as, mais mention bien. T'es dans le top 35%, bien joué, ça devrait plutôt bien se passer pour la suite, je m'inquiète pas pour toi. Issue numéro 5, tu l'as, mention très bien. Alors là, royal, on peut dire que le bac c'était une sorte de formalité pour toi. Bienvenue au club. On fait partie du top 14%, ce qui est pas si mal. Et là, on peut dire que t'es vraiment prêt à en découdre dans le supérieur. Issue numéro 6, tu l'as, avec les félicitations du jury. Bah alors là, frérot, t'as juste roulé sur le bac, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es dans le cercle fermé du top 2%, voire même du top 1% selon les années, et en fait t'es même prêt à rouler sur le supérieur, là, y a plus rien qui t'arrête. Et là, on pourrait se dire qu'il y a pas mieux, mais en réalité si, il y a ce qu'on appelle le bac mention France 3. C'est le moment où tu chopes ton bac avec plus de 20 grâce aux options que t'as choisies, et que France 3 vient chez toi pour te présenter comme le futur chef d'une multinationale, un truc qui est assez cocasse généralement. Donc là, c'est véritablement le top 0,001%, tu les comptes sur les doigts d'une main, et pour cause, être excellent partout, c'est quand même super dur. La polyvalence de raisonnement qu'il est nécessaire d'avoir pour perf dans toutes les matières, ça témoigne généralement d'une grande discipline, d'une grande souplesse d'esprit, de quelqu'un qui se donne quoi. Et justement, il y a 5 ans, j'étais tombé sur une interview d'un certain Yahya Achaoui, du lycée Faidherbe de Lille, qui avait décroché 20,42 au baccalauréat. Me demandez pas comment c'est possible de se balader autant. Et ce que j'ai trouvé admirable chez lui, c'est qu'il était arrivé en France il y a à peine 3 ans. De base, il était en Italie, il est d'origine marocaine et issu d'une famille assez modeste. Il a dû suivre tant bien que mal ses cours de lycée dans une langue qui était complètement étrangère pour lui, donc l'adaptation, elle devait être très dure au début. Je veux dire, tu passes de bonjour, comment ça va à du Flaubert ou du Verlaine, donc c'est une sacrée claque. Mais dans une volonté de rendre fier sa famille, il s'est battu corps et âme et il a cumulé des 20 dans quasiment toutes les matières, y compris l'oral de français. Donc véritablement, c'est un profil qui force le respect et qui est apparemment promis à un grand avenir. Et à ce propos, ce serait génial de savoir ce qu'il devient. Là ça va, courte interruption, j'espère que tu t'amuses bien. Avant que la vidéo ne se poursuive, laisse-moi te parler une minute de notre sponsor du jour, Oli. Oli, c'est le phénomène européen actuel. Dans le game des boissons, ils sont beaucoup trop forts, c'est plus de 700 000 clients satisfaits. Et le pire, c'est que ça continue de grimper, hein. Ils grandissent à une vitesse affolante, c'est impossible de pas en avoir entendu parler, ils sont littéralement partout. Et je vous avoue que c'est un bonheur d'avoir gardé contact avec eux, hein. Ils sont très humains, t'as pas l'impression de parler avec des gens corporate qui ont juste envie de faire du fric. T'as vraiment la sensation de discuter avec des gens qui veulent faire les choses bien. Ce qui m'a convaincu chez eux, c'est qu'ils se sont vraiment posés pour trouver la meilleure alternative au sucre qui soit saine et bonne à la fois. Pour ça, ils ont choisi un édulcorant naturel, contrairement aux marques concurrentes qui utilisent la plupart du temps du synthétique, souvent un goût de médicament immonde, ça me rend fou. Sur le plan personnel, Oli m'a aidé à vaincre mon addiction au sucre, et je les remercierai jamais assez pour ça, qui est un des plus gros fléaux européens à l'échelle de la santé. Donc luttez contre ça par pitié. Et sur le site, vous avez une variété de saveurs qui est tout simplement exceptionnelle. Vous allez retrouver 3 gammes majeures. La première, c'est la gamme thé glacé, qui est excellente à boire au quotidien, hein, je m'en lasse pas. J'en ai d'ailleurs encore actuellement dans mon shaker, je suis un incorrigible, hein, j'adore la iced tea vraiment. Il y a moins de 20 calories et moins d'1 gramme de sucre là-dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. La deuxième, c'est la gamme énergisante qui est bourrée de vitamines. Ma préférée, c'est Fruity Frog et je suis fermé au débat, hein. C'est excellent avant un examen pour les fonctions cognitives, c'est excellent pour l'afflux sanguin, c'est excellent même pour remplacer le café si comme moi vous ne supportez pas le goût. Et la petite dernière, c'est la gamme hydratation qui est bourrée d'électrolytes et de minéraux. C'est le truc pour décupler vos perfs sportives. J'en apporte régulièrement quand j'agresse des murs pour être dans des conditions idéales. D'ailleurs, petit secret entre nous qui est réservé à l'élite, ce que j'appelle la fameuse potion magistrale. Vous combinez dans votre shaker à la fois la gamme énergie et la gamme hydration, et là c'est ultra instinct total, vous êtes invincible instantanément. Les prix sont honnêtement dérisoires pour la qualité du produit, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous faites 30 litres de boisson minimum avec ça. C'est moins cher, moins calorique et bien plus sain que vos sodas immondes dans le commerce. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites le bon choix. Selon votre commande, je vous ralasse en plus un code Axel Arnaud vous donne moins 10% de réduction. Code Axel Arnaud 5 vous donne moins 5 € de réduction. Dépêchez-vous de commander avant que vous ne subissiez d'éventuelles ruptures de stock. Premier arrivé, premier servi. C'est fou que la marque soit à ce point victime de son succès d'ailleurs. Et sur ce, je vous laisse continuer paisiblement la vidéo. Incroyable, mesdames et messieurs. Qui est dans ma chambre actuellement? Monsieur Achaoui. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous sur le trône. Ok, j'espère que le micro est bien placé, on va capter nos deux voix. Tu te retrouves ici pour te présenter à Tours, pour nous parler un peu de toi, de ton parcours, de ton vécu, de ton ressenti,
et de tes inspirations éventuellement. Donc on a pas mal de choses à se dire. Merci beaucoup déjà pour ton invitation. Merci à toi d'être venu. Monsieur s'est déplacé, a pris le train et a pris son week-end, a réservé son week-end pour venir ici, quoi. C'est génial. Ok, alors dans un premier temps, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton arrivée en France, comment ça a été dur de s'adapter, ton histoire finalement, parce que t'es arrivé en France, t'avais 15 ans. Je suis arrivé en France précisément dans le 7 juillet 2016 de Rome. Donc moi je suis né à Rome, j'ai grandi en Italie et je suis arrivé à Lille dans le nord. Ouais. Donc de 35 degrés à 20 degrés, du soleil aux nuages, c'était un choc déjà point de vue météo. Donc on arrive, le plus grand défi c'était en fait la langue, parce que ne pas parler le français ça me coupait de tout. Justement aller à l'école sans parler la langue c'était un peu un problème. Donc j'avais un mois pour apprendre les bases du français, pour passer un test de niveau. Le rectorat du Nord, de Lille, allait me dire s'ils allaient m'envoyer en 3ème ou en seconde. Bon, moi c'était hors de question de refaire une année de 3ème alors que j'avais déjà eu mon diplôme de brevet en Italie, donc voilà. J'ai appris les bases du français, genre le B à bas en un mois, en accéléré tout seul sur internet et tout. Savoir conjuguer le verbe être et avoir, quoi. J'ai passé le test et je l'ai réussi parce que finalement c'était qu'un écrit, c'était faisable. Je me retrouve en seconde au lycée Faidherbe de Lille, premier cours de français, Molière. Mon français n'était pas assez élevé pour comprendre une seule ligne de Molière. Ah oui, tu m'étonnes. Et donc, je parlais avec des gestes, heureusement que j'étais italien, donc ça simplifie les choses. Ouais, et tu me disais que tu parlais avec Google Trad avec tes amis, enfin les gens que t'avais rencontrés, quoi. En fait, mes camarades de classe, c'est le seul moyen de parler. Quand le mot n'était pas faisable avec des mimes, je prenais Google Traduction, je traduisais, et mes potes passaient leur temps avec Google Traduction. Petit à petit, à force de parler, j'allais au basket aussi, je parlais, à force d'avoir du français dans ses oreilles H24, on apprend, on se familiarise avec la langue, en commençant même à avoir un petit accent du Nord et tout, que j'ai perdu aujourd'hui parce qu'après 5 ans à Paris, effectivement. Et voilà, la langue, petit à petit, c'est arrivé. En 6 mois, c'est pas que j'avais plus de problème, mais je pouvais déjà comprendre les cours, quoi. Et t'exprimer convenablement. Oui, m'exprimer, comme si c'était petit à petit, commencer à remplacer mon anglais. Mes langues maternelles c'était l'italien et l'arabe que je posais plus ou moins au même étage, et l'anglais c'était ma LV2, quoi. Et donc là petit à petit l'anglais a été remplacé par le français et aujourd'hui je parle français, quoi. Donc tu parles français, tu parles couramment italien, je présume. D'ailleurs tu vas en Italie dans moins de 10 jours. Oui, dans une semaine à Milan. Oui, je parle italien. Je suis né en Italie, j'ai grandi là-bas et j'ai pas oublié la langue parce que j'y vais très souvent dans l'année. Pour moi c'est très important, mes meilleurs amis sont encore en Italie et tout. L'arabe grâce à mes parents. Tu parles encore bien la langue arabe, ça veut dire? En fait je parle arabe avec mes parents tous les jours. Ah génial. Et ils sont marocains, je suis de Marrakech, mes parents sont de Marrakech. Okay. Donc l'accent, genre le dialecte marocain et l'arabe, j'ai été en école d'arabe quand j'étais petit. Ouais. Donc ça, et l'anglais grâce à l'école. J'avais une question pour rebondir là-dessus. Le premier mois, est-ce que t'as pas senti un peu de découragement face à la difficulté que c'était de te confronter à une nouvelle langue? Oui, l'idée du découragement était là, mais en fait caractériellement moi j'étais genre ok, vous me challengez, c'est moi qui va gagner. Moi j'avais demandé un prof de soutien entre guillemets, mais en fait non, skip au lycée en France c'est quelque chose d'inexistant. Au collège mes sœurs avaient des profs qui les accompagnaient, mais moi non, moi c'était débrouille-toi tout seul mon gars. Donc le proviseur m'a dit non, les profs m'ont dit non, du coup je dis vous savez quoi, j'ai internet et ça va le faire. Donc moi je me suis dit vous savez quoi, je vais me casser la tête avec vous et en fait je l'ai pris un peu comme un défi, ce qui a fait que j'ai vite pu m'en sortir dans les cours d'histoire, les cours de français, les cours un peu plus même SVT qui c'est moins de calcul, plus de blabla, mais petit à petit j'ai pu m'en sortir avec des bonnes notes, j'étais assez content. Le mec s'est intégré en très peu de temps. J'avais pas le choix parce que fallait choisir, je voulais la première S en première à l'époque. Parlait S, L, E, S, donc pour moi c'était S ou rien. Après, en fait, j'étais un bon élève en Italie, donc pour moi c'était hors de question de perdre le caractère bon élève, c'est pas parce que tu me changes de pays que je dois... J'aimais aussi étudier, j'étais passionné par les maths et tout, je suis passionné par les maths, et donc j'y tenais à l'école, donc moi j'y allais. Ensuite, donc t'es entré en première, t'as préparé le bac de français, t'as eu 20 à l'oral de bac de français. 20 dans une langue qui n'est pas la tienne, c'est quand même un progrès plus que notable, quoi. Alors ça c'était... l'écrit, je me rappelle, déjà j'ai pris commentaire. L'idée de faire une dissertation en français, pour moi c'était hors de question. Donc il me fallait une base, donc j'ai pris le commentaire, mais c'était Voltaire. Moi, en fait, j'ai pris à la lettre Voltaire, mais il fallait pas le prendre à la lettre. C'était que de l'ironie, je ne savais pas, j'avais pas saisi ça. Donc j'ai pris à la lettre Voltaire, j'ai eu 11, j'avais demandé mes copies, donc j'avais la correction. Le prof, c'était écrit en rouge partout, mais vous avez rien compris au texte. Mais finalement, les arguments, ils étaient
plus ou moins plausible, donc je me suis en sorti avec un 11. Et après l'oral, je me rappelle encore, je suis tombé sur Rhinocéros de Ionesco. Ah oui. C'est intéressant, je trouve ça intéressant, donc je le maîtrisais. Et l'oral, fun fact, il faut se présenter avant l'oral avec sa pièce d'identité. Et ma pièce d'identité était italienne. Donc la prof, elle avait attendu l'oral pour me poser une question, me dire vous êtes italien. Je lui dis oui, je suis italien, je suis né à Rome. Et elle me commence à amener le sujet vers Rome, romantique, la littérature romaine, italienne, etc. etc. Okay. Et moi j'étais genre bingo, tu me ramènes dans mon terrain là. Quel bonheur. Et donc je me suis laissé, genre j'ai tout raconté. Donc ça c'était les premières épreuves, on va pas parler forcément du TPE. TPE, c'était l'homme peut-il marcher un jour sur l'eau. Ok. Ouais, j'ai eu du 7. Je montrais dans quelles conditions l'homme pouvait marcher sur l'eau. En termes de conditions physiques ou en termes de conditions évolutives, donc SVT. Ah, ça c'est intéressant, avec des mutations. Ouais, avec des mutations. En fait, okay. si l'homme arrive j'avais fait les calculs, s'il arrive à avoir une patte de 5 km, il pouvait compenser son poids sur l'eau. Parce que par exemple, les petits lézards, ils arrivent à marcher sur l'eau parce qu'ils ne pèsent rien. Un homme de 70 kg, bah en fait, pour compenser ça, il lui faut une patte énorme. Vient ensuite la terminale. Toi, tu as 2 options en terminale, si je dis pas de bêtises. Oui, donc en terminale, j'avais le latin. Moi, en fait, j'ai découvert après que les gens prenaient latin pour le coefficient 3. Parce que c'était latin et grec, c'était les seules deux matières qui avaient un coefficient 3. Sinon, d'habitude, c'est coefficient 2. Qui te faisait un solide bonus, ouais. Et moi, j'ai pris latin parce que je viens de Rome. Et en fait, j'avais fait une année de lycée en Italie parce que le collège en Italie, c'est 3 ans. Quand toi, t'étais en 3ème, moi, j'étais en première année de lycée en Italie. Et en fait, le latin était obligatoire. T'en as 3 heures par semaine, obligatoire et tout. Et donc, moi, j'aimais bien. Et je pensais pas qu'en fait, ça allait me rapporter beaucoup de points. Et la deuxième option, en fait, j'étais juge national UNSS en athlétisme. Ah ouais? Ouais. Okay. En fait, quand t'es juge national ou quand t'es athlète national UNSS, t'as un 20 au bac. En fait, un jour, j'avais parlé avec le prof de sport. Le prof de sport, il m'a dit tiens, tu veux pas essayer de devenir juge académique, régional. Je suis arrivé à national. Je me rappelle, on était 4 juges sur toute la France qui ont été promus. Et avec ce truc-là, j'ai pu avoir 20 au bac comme ça. Tu jugeais tout type de sport? Non, du coup, académique, oui. Régional, je me suis spécialisé en course. Et en national, je me suis spécialisé en chronométrie électrique. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc c'était tout simplement le côté il y avait toutes des machines, des logiciels et tout. Okay. Donc c'était intéressant. C'était drôle parce que j'avais rencontré les présidents de fédérations, etc. Et il m'avait, donc à l'époque c'était 2019, et il m'avait dit est-ce que t'as envie de continuer dans ça? On a besoin de toi pour 2024 pour les JO. Moi j'étais basketteur. J'étais genre, c'est gentil, mais moi c'est le basket. Et eux ils étaient comment ça le basket? Bah j'étais oui, non, je suis pas athlète de base, hein, je suis basketteur. Donc oui, grâce à ce vin, j'ai pu avoir une deuxième option. Parce que du coup l'année de terminale ça a été l'avalanche de 20, hormis je crois un 17 en philo et peut-être un 19 en maths, tout le reste c'était des 20. T'as réussi à faire un cumul de points phénoménal vu que t'as carrément pété le barème et t'as réussi à avoir 20,42 au bac. 716 points. 716 points, la vache. Je me rappelle encore parce que le jour des résultats, le matin, nous au moins à Fédère ça marchait comme ça, le matin c'était juste les tableaux avec les mentions. Ouais. Avec les mentions. Et après je me rappelle c'était 14h pour retirer son relevé de notes. Donc je vais voir ma mention, j'y tenais, donc je vois très bien, j'étais tranquille, au moins j'ai eu 16. En fait je me projetais pas à 19, 20, je voulais avoir, en sachant que je partais avec un 17, un 11 et un 20, je me suis dit on va pas trop rêver. Et petit à petit les profs, je me rappelle le prof d'histoire, le prof de maths, la prof de SVT, ils viennent me dire bonjour et me féliciter, mais tu sais, tu ressens c'était pas une félicitation pour ta mention très bien, c'était une félicitation pour quelque chose d'autre. Eux ils savaient, parce qu'ils avaient ils avaient déjà vu les relevés de notes et tout, mais ils pouvaient pas me dire, ils voulaient pas me gâcher la surprise. Félicitations, moi j'étais genre c'est gentil, mais il n'y a pas que moi, il y a plein de gens. Mais c'était très dirigé vers moi. Ça me touchait, mais bon, de toute façon, il était 10h, il fallait rentrer chez soi et revenir pour retirer le relevé de notes. On s'est baladé avec mes potes et tout. Après, on revient à 14h, je me rappelle, ça j'oublierai jamais, c'était dans le grand gymnase du lycée Fédère. C'était rangé par classe. Et moi, quand j'arrive, je rentre avec mes potes, en fait, ils commencent à applaudir. Et moi, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe là? Et terminale S3, je prends mon relevé de notes, peut-être juste en HOI, ACH, donc premier de la liste, prends mon relevé de notes, et en fait c'est pas écrit 20-42, c'est écrit 20-00 parce que dans les règles c'est jusqu'à 20 maximum, et j'étais genre, les calculs sont pas bons Kevin, hein. J'étais comment c'est possible? Et mon pote à côté, Gaël, mon meilleur ami, il fait Yaya, 716 points, t'as pas eu 20 là? J'étais qu'est-ce que tu racontes? T'as eu plus que 20? Je dis mais non, mais moi
naïf, hein. Moi je savais pas. Pour moi c'était écrivain. Non, attends 2 secondes. Il prend la calculatrice, il commence à faire les calculs, il fait Yaya, t'as eu 20-42. J'aurais dû faire arrête. Et du coup c'était. Il s'est baladé sur l'île, il criait partout, les cons, mon nom avec ma note. Et les gens ils m'arrêtaient, ils me félicitaient dans la rue. Et moi j'étais genre, oh, c'est trop gentil et tout. Et dans tout ça, j'avais pas encore dit à mes parents. Hein. Il fallait dire à ses parents, et alors là c'était. Ils étaient fiers de toi, hein, les parents. Pour des parents marocains doublement immigrés. Maroc, Italie, France, qui n'ont pas fait des études. Premier enfant qui a passé le bac. C'était un cadeau pour eux. Et eux, genre, ils voulaient pas ça, ils attendaient pas ça. Ils attendaient juste que je réussisse. Et d'avoir eu 20-42, pour eux, c'était la plus grande chance de leur vie. Et donc, oui, vite les larmes, vite les appels au Maroc, parce qu'on est seul ici en France. Du coup, c'est... Non, mon fils est quelqu'un, franchement. Voilà. Même pas, c'est juste mon fils a eu 20-42. Mon fils est un malade mental, quoi. Non, franchement, génial. Et du coup, France 3 a contacté tes parents très peu de temps après, je présume. C'était moi sur Messenger. Sur Facebook, pas mes parents, parce que mes parents ils avaient pas de réseau. Moi sur Messenger. Et classique bac, quoi. Ils voulaient en savoir un peu sur mon histoire. Ils ont vite compris que ça faisait 3 ans que j'étais en France, que je parlais pas la langue, etc. Et la vidéo, on l'a faite en une demi-journée. Et elle a été postée 2-3 jours après, parce que sur le moment du bac. La vidéo elle a explosé d'une manière genre... C'est une des vidéos les plus vues de France 3. Hein. Ouais, et en fait cette vidéo a été une porte vers des articles de journal, La Voix du Nord. D'ailleurs La Voix du Nord, elle a fait un article sur moi et après elle m'a nominé Étoile du Nord. En fait chaque année La Voix du Nord nomine 5 Étoiles du Nord de l'année. En fait c'est des personnalités du Nord. C'est quoi, t'as un titre en fait après il y a une vraie étoile qui gagne un prix. Parmi les 5, j'étais en prépa à Louis-le-Grand, donc j'ai pas pu aller à la cérémonie. Donc c'est mes parents qui y ont été, j'ai pas gagné, je m'attendais pas. Déjà nominé, c'est génial. Déjà dans les journaux, j'étais écrit Étoile du Nord. Moi j'étais là, mais comment ça, Étoile du Nord? Ça fait 3 ans que je suis là. Donc La Voix du Nord, article marocain. Mon oncle est docteur en maths au Maroc. Son collègue lui parle d'un jeune Marocain qui a eu 20-42 au bac. Et mon oncle fait, montre-moi la photo. Il lui montre la photo, il fait, bah oui, c'est le fils de ma soeur. Et tu me disais que ça avait inspiré des gens, même quand t'avais déjà arrêté dans la rue pour te dire, ça avait touché des gens. Quand je le raconte, les gens n'y croient pas. Mais en fait, mes amis, chacun a l'expérience, je me balade avec eux et on m'arrête à Lille ou à Paris. Monsieur, c'est pas vous le 20-42 bac? Et quand on commence à me dire bravo, félicitations, etc. Jusqu'au jour, je me rappelle encore, j'étais au Gibert, au 5e à Paris, et cette maman... je présume arabe, avec sa petite fille qui m'arrête, il me dit c'est pas toi le mec qui a eu 20-42 bac, et moi j'étais oui c'est moi madame, et elle me fait déjà elle me félicite et tout, et après elle me dit en fait ça va te paraître bizarre mais ma fille elle est en boucle sur ta vidéo, elle fait que la regarder, elle veut devenir comme toi. Moi j'ai génial. Et moi j'étais ok là c'est mon cœur est rempli de joie, genre c'est un grand honneur en fait d'être un modèle entre guillemets. Après c'est une grande responsabilité parce que tu te sens vite t'as pas le droit à l'erreur, et finalement je suis une personne tout à fait normale. Donc oui, des erreurs, j'en ai fait et j'en fais. Mais quand même de donner de l'espoir à des personnes d'origine marocaine, d'origine arabe comme moi, là je suis content. Génial, franchement, une fierté vraiment. Très gentil. Et ensuite, t'as décidé d'intégrer la prépa MPSI de Louis-le-Grand avec internat. Du coup, t'as pas été à Rome parce que tu passais aussi en parallèle un concours pour rentrer à l'université de Rome. Oui, je voulais aller à la Sapienza de Rome en faculté de mathématiques. J'avais été accepté, mais en fait, j'ai pas eu de bourse parce que je venais de l'étranger et je n'ai pas eu de internat. Donc la situation c'était, je n'étais même pas majeur à l'époque parce que mon anniversaire c'est en fin août. Pas majeur, aller en Italie, on n'avait plus personne en Italie, donc louer, avoir de l'argent pour manger, donc travailler et aller à l'école, c'était pas faisable. Et moi en fait, je voyais mes études supérieures comme moi qui dédie 100% du temps aux études. Donc c'était hors de question. J'ai dû vite aller vers mon plan B qui était donc Louis-le-Grand. J'ai dû, je me rappelle, 16 août, j'ai dû me dépêcher pour faire mon dossier parce que j'avais pas fait mon dossier pour Louis-le-Grand. Allô, est-ce que je suis en retard? Non, vous inquiétez pas. Ok, j'envoie tous les documents, nanana. 10 jours plus tard, j'étais rentré Poudlard parisien, ce lycée dont je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais pas l'ampleur, l'idée de l'élite. Qui sont les personnes qui sont passées par là-bas? Jacques Chirac, il s'est écrit partout dans le lycée. J'ai appris ça sur le tas en rentrant dans ce lycée. Un lycée riche en histoire, avec un niveau académique, et parce que les professeurs sont des personnes illuminées physiquement, mathématiquement parlant. Et donc le premier mois à Louis-le-Grand, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as fait une bonne transition ou est-ce que ça a été la douche froide? Alors moi je le cache pas, moi je dis tout. Premier DS c'est un DS de maths, on était 46 dans la classe, j'ai fait 44e. Comme quoi, donc, une question qu'on pose souvent, le 20-42, etc.
2042, ça reste au bac. Entre le bac et les études supérieures, il y a un fossé. C'est comme si j'étais monté de ligue, dans les jeux, je suis monté de niveau. Ok, j'étais le premier du niveau en dessous, mais je suis monté et tout est remis à zéro, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte, ok, il y a des gens forts et des gens forts. Et il y a deux réactions. Soit t'es abattu, soit tu le prends plutôt comme stimulation et comme fascination, t'es fasciné, t'admires ces personnes et tu veux juste apprendre d'eux. Moi je voyais plutôt comme ça, parce que j'avais la flemme de passer 2 ans d'enfer. En fait, je me suis dit, est-ce que t'as envie de passer 2 ans en train de chialer, t'es condamné quoi? J'étais, non, flemme. Et finalement ça m'a servi parce que en apprenant d'eux, en travaillant avec eux, en me faisant aider par eux, bah j'ai pu petit à petit monter les classements, ce qui m'a permis d'avoir une classe étoilée en 2e année. Mes profs ils m'ont dit, c'est ton progrès. Je suis parti de 44e, je suis arrivé 25e. Ah ça veut dire que t'as travaillé pendant l'année. Donc la classe étoilée en 2e année, j'étais très content. J'ai pas pris un P étoile pour des choix stratégiques, déconseillés par mes profs. Je faisais confiance à mes profs. Ils voient des étudiants passer tous les ans. Pourquoi moi je devrais écouter plutôt mon ego? J'ai envie d'aller en MP étoile plutôt que eux. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais les écouter. Je suis parti en psy étoile et finalement c'était le bon choix. Parce qu'en psy étoile, les coefficients s'équilibrent. J'étais plus fort en physique qu'en maths alors que j'étais passionné par les maths, le paradoxe. Donc il fallait que je joue avec la physique. Il fallait que la physique me fasse réussir mes concours. Et ce qui a été un peu le cas. Une 2e année assez wow, dans le sens que ça allait vite, très vite, mais je pense que ça c'est pour tout le monde. On mangeait les chapitres un après l'autre. Et en fait, septembre, mars, ça passe en 2 secondes. T'arrives en mars, t'es là, non mais je suis pas prêt pour un concours. Je regarde les sujets des concours, je te dis, mais c'est hors de question que j'arrive à faire. Et après, tu sais, le jour J au concours, moi j'ai passé mes écrits en partie à Paris, en partie à Lille. Quand je les ai passés à Paris, c'était à Porte de Versailles. C'était au Palais des Expositions, 5000 personnes. En fait, le mec, il parlait avec le micro. Genre, c'était les Hunger Games, tu vois. Ouais. Vraiment, au début de la journée, il fait bonjour mesdames et messieurs, c'est les épreuves du concours de machin bidule. Veuillez prendre votre place, les places sont numérotées, nanani. T'avais l'impression de rentrer dans un truc psychologique de fou. Les rangées c'était du 30 fois je sais pas combien, énorme ici, tu voyais pas le fond, il fallait pas aller aux toilettes parce que la queue aux toilettes était mais infinie. Et tu rentres, toi t'avais ta petite table, t'avais pas envie de lever la tête parce que quand tu lèves la tête tu vois, wow, on est tout ça pour combien de places? Et moi Polytechnique c'était 5 places pour les psys étrangers, Centrale, allez, les psys c'était quoi, 150, 200, genre, mais, donc c'était oui absurde. Donc un gros truc. Et après t'as été aux oraux, je présume à Paris. J'ai eu les oraux des mines et les oraux de Centrale. Je passais toutes les centrales sauf Centrale Paris parce que j'étais pas admissible à 9 poids. J'ai eu 1321, 1330 c'était Paris et Lyon c'était 1315. Donc elles étaient hyper proches, Lyon et Paris. Et moi j'étais entre Lyon et Paris vraiment pour rien. Comme quoi genre un mot de plus dans ta copie peut faire la différence. Et surtout avec les coefficients qui sont à Centrale typiquement. En français il y a des coefficients stratosphériques. Ouais en fait j'ai eu 15 et demi à l'épreuve écrite de français. Si j'avais 16, j'avais Centrale Paris. Ah ouais? Vache. C'était le 0,5 qui manque. Donc oui voilà, donc les oraux, tout est possible. Je tapais des 19 comme j'ai pu taper des 9. Et après je suis parti en Italie et j'ai eu mes résultats en Italie. Je me rappelle, j'étais à la plage avec mon meilleur ami en Italie et je vois, j'étais pris à Centrale Lyon et j'étais premier en liste d'attente à l'Insta Paris. Okay. J'étais ok, j'ai un futur. Non, mais, parce que tu sors des euros, tu te dis non mais c'est fini, impossible. Je suis appris? Non, c'est impossible. Et donc j'avais des écoles et moi je préférais Insta Paris et donc j'ai attendu 2-3 jours pour que liste d'attente bouge. Et pourquoi cette préférence pour Insta Paris par rapport à Centrale Lyon? Alors, j'ai dû vraiment prendre les 2 écoles et commencer à lister. L'Insta Paris quand même, en fait l'IP Paris, donc tu fais partie de ce groupement d'écoles avec Polytechnique, ENSAE, Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Et l'année prochaine, il y a les ponts qui rentrent aussi. Et en fait, ce qui fait que je savais que ça m'ouvrait des portes pour des masters en commun, pour des échanges possibles, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est le cas. Nos masters de 3e année, c'est que des masters IP Paris. Donc en commun avec Polytechnique, en commun avec l'ENSAE pour tout ce qui est finance. En fait, c'est comme si avec une école, t'en avais 5. L'école, en fait, était 2e à l'époque. Quand moi je l'avais vue, elle était 2e en excellence académique, juste après Polytechnique. Je l'ai vite compris parce que le niveau exigé est très très élevé. Tous les profs c'est des chercheurs, pas que des profs, c'est vraiment des chercheurs, donc vraiment ils prennent la base. C'est une école que tu faisais des maths, de physique, de l'info dès la première année, t'étais pas spécialisé, donc ça m'ouvrait beaucoup de portes. Et après il y avait Paris, tu savais que la ville des occasions, la ville des opportunités, la ville des afterwork, la ville du réseau, etc. etc. Ouais. Centrale Lyon c'est mignon, mais c'était pour moi c'était le choix c'est vite fait en fait. Ok, si on revient un peu sur la prépa, j'aimerais avoir les petits détails croustillants. Le premier que j'aimerais avoir, c'est est-ce qu'il y a un colleur qui t'a particulièrement marqué dans une matière ou une autre, que ce soit en sup ou en spé? En maths, en première année, donc il y a ce professeur, Monsieur Tozel, qui a une renommée incroyable dans le domaine des maths académiques. Ouais, c'est le fameux auteur du PDF LLG dont on parle souvent. Voilà. Rien que ça. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il travaille avec le ministère, etc. etc. Je comprends. C'est le professeur de la
à l'époque MP étoile 1, la fameuse MP double étoile. Donc c'est cette MP où le taux d'admission à Polytechnique est à je sais pas combien de pourcents, genre 3 quarts, un truc comme ça. Rentrer dans sa salle de colle, dans la classe des MP étoile 1, c'était genre à l'aide. Et donc tu voulais à la fois le marquer, lui dire ouais je suis un bon, mais en même temps t'avais peur de rater parce que première colle avec lui, dans mon groupe de colle j'avais le majeur de ma classe, il pensait qu'on était un groupe de fou furieux, c'est pas mon cas. Donc je me rappelle, on avait des exos de colle extraits de concours, et là c'est pas pour moi ça. Ça marche pas. Mais finalement la colle ça s'est bien passé parce que le prof est hyper attentif, il écoute, il essaie vraiment de t'aiguiller, genre quand il sent que tu sais et que tu connais ton cours, il va pas te lâcher. Ça m'a impressionné, ça m'a marqué, je me rappelle encore du truc parce que j'ai pu me rendre compte qu'en fait c'est un très bon professeur sans même l'avoir. Et après j'ai eu des échos et je savais que c'était un très bon professeur. Et après sinon il y a l'école d'anglais, bah en fait l'école d'anglais j'ai eu plusieurs 20 école d'anglais parce que j'avais réussi à trouver le cheat code de cette colle et j'étais quand même passionné par la culture américaine et la culture anglophone, donc j'avais souvent des bons arguments avec moi. Je lisais beaucoup, je suis passionné de Taylor Swift, donc je suis automatiquement de l'autre côté de l'océan. Et en fait, oui, une colle sur Trump j'ai eu 20, une autre colle, je me rappelle pas c'était laquelle j'ai réussi à avoir 20. Et je me rappelle les félicitations de ce prof qui me dit, bah écoute, pour mettre 20, il en faut. Genre, il me disait vraiment, je peux te mettre 19, mais 20, il en faut vraiment. Je suis désolé là, je dois de le mettre, 20. Et moi j'étais ok. Et du coup le cheat code dont tu parles c'est avoir beaucoup de culture pour avoir des bonnes références. Bah en fait, si toi tu connais de base, ça sortira de ta bouche automatiquement. Parce que même si dans les 20 minutes de préparation, que c'est très court, t'as pas eu le temps de préparer et de ramener cet argument sur papier, étant donné que tu connais déjà, et c'est comme si on parlait à la discussion, comme si on tapait la discussion, on parlait entre nous, et juste tu vas balancer les choses comme ça. Et donc oui, la richesse d'une colle, c'est une richesse qui se fait beaucoup avant la colle, donc et beaucoup avant l'oral. C'est par une sollicitation continue de cette culture américaine, parce que malheureusement en colle d'anglais, si tu parles de la France, tu parles de l'Italie, ou tu parles de autre chose qu'un pays anglophone, ils vont te dire ça marche pas, il me faut de l'anglophone. C'est pour ça que il faut écouter BBC, il faut regarder les résultats des élections aux États-Unis, l'Australie, après quand tu diversifies, mais même ils s'attendent aussi à des arguments du style culturel, hein. Tu peux parler du rap américain, tu peux parler de la pop américaine, tu peux même parler parlant de Taylor Swift, du phénomène économique de Taylor Swift, mais t'as pris une de tes passions, tu l'as transformée en un argument utilisable en colle, et le prof il va te dire ok, t'as vu ça, pas mal. Et c'est juste des checks. J'étais colleur en R4 en italien, donc j'étais de l'autre côté. Donc c'est pas de l'anglais mais c'est une langue. Déjà que tu parles pas anglais parfaitement ou italien parfaitement, on s'en fout parce que de toute façon on peut pas juger sur ça, on ne juge pas sur ton accent, etc. On juge sur ta capacité de structurer un discours et de l'enrichir. Donc vraiment pour l'enrichir il suffit de lire, d'écouter, de voir. C'est là où je comprends les profs de langue, ils insistent sur un travail dès le premier semestre, la première année. Tu peux pas travailler la langue en fin de prépa, pas possible. C'est dès la suite que ça se fait parce que c'est un petit bagage culturel que tu mets de côté petit à petit, à côté des maths et de la physique, de l'info. T'as ce petit truc pour l'anglais et éventuellement le français et la philo aussi, hein, parce que la dissertation, il faut une ouverture, il faut une accroche, donc ça aussi ça reste de la culture G. Ouais, ce qui est assez intéressant c'est que toi du coup t'as été de l'autre côté en étant colleur en italien à H4, ouais, et t'as collé en maths aussi. Au lycée Lorrain, oui. Ok, t'as collé des sup ou... J'ai collé des sup, ouais, la MPSI 1, donc HX1, ma classe à l'époque. Je pensais pas être capable, colleur à 21 ans, mais on est où là? C'est pas possible. Mais quand j'ai ressorti mes classeurs de maths, je me suis dit, en fait c'est évident. C'est là où tu te rends compte qu'on mature très vite. Ouais, avec le recul. Ouais, voilà, tu te dis, ouais finalement en fait les nombres complexes, c'était pas... Ouais, voilà, cos et sin, ça va. Ça déroule quoi. De montrer que c'est un groupe... Ouais, voilà, tu vois. À l'époque, pour toi, c'était montrer que c'est un groupe, mais c'est quoi un groupe? Oh, la loi associative, non. Donc oui, j'ai été colleur, et mon objectif, c'était d'être un colleur un peu atypique. Donc, j'étais pas professeur. J'arrivais, ils commençaient à me voyer, j'étais genre, tu me vois pas, j'ai 21 ans, tu me tutoies. Déjà. Et limite, en fait, ma colle était ponctuée avec des refs de la vie de tous les jours, de TikTok, des réseaux et tout. Et je parlais normal, dans le sens que... T'étais le grand frère, en fait. En fait, j'essayais de casser les codes, parce que, tu vois, il y a des gens qui arrivent avec leur sac, ils sont terrifiés. Et moi, j'étais là, quand j'étais à leur place, j'aurais bien aimé quelqu'un qui me dise, en fait, t'inquiète. Après, ça veut pas dire que je mets 20 à tout le monde, hein. J'en ai mis des 8, des 9, mon minimum, c'était un 6. Mais il y a façon et façon de donner un 6. Moi, je disais juste... Écoute, je dois te donner 6, mais voilà tes erreurs,
voilà les pistes d'amélioration. Je sais que dans 2 mois, je te revois, parce que le cycle de colle le tourne. cycle, ouais. Je veux que ces choses-là soient améliorées. On est d'accord? Et il y a eu des étudiants où ça s'est vu la différence entre la première et la deuxième colle. Ok, ouais. Et moi, ça m'a fait plaisir, et ça veut dire que je leur ai sémé une petite graine dans leur tête, et avec mon point de vue et le point de vue des vrais professeurs, ils font un mix, et j'espère que ça donne des choses. D'ailleurs, j'étais avant-hier à mon école pour un petit projet, et j'ai croisé une des filles que j'avais collée. Ah ouais? Elle m'a arrêté, moi je la reconnaissais pas, parce que j'en ai vu des étudiants. Ouais. Et elle me fait, monsieur, vous m'avez collé. Je lui dis, non, pas monsieur déjà, et oui, peut-être. Elle me dit, ouais, là je passe mes zéros des mines, je suis à l'Insta pour passer les zéros, et moi j'étais genre, bah écoute, félicitations déjà, t'as été admissible, et bon courage, et j'étais genre, c'est quelqu'un que je collais, je me suis senti vieux. Ouais, voilà, je me suis senti vieux. Ah bah déjà, quand tu te fais vouvoyer, quand t'avais le monsieur, Ouais, etc., voilà. ça fout une claque. Hein. Ouais. Ok, alors, bah merci déjà pour cette intervention pour l'école. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les gens que t'as rencontrés là-bas. Que ce soit prof ou élève, est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment marqué? Alors, déjà, en fait, je tiens à dire un truc très important, le nombre de nationalités qu'il y avait dans ma classe. Il y avait des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Congolais, des Sénégalais, Chinois, Russes, Ukrainiens, des Allemands, et des Espagnols, et des Italiens. Il y avait de tout. En fait, c'est pas du tout l'idée que j'avais de l'Uloran ni de la prépa. Donc, je suis arrivé dans un milieu culturel très mix. Socialement parlant, j'avais tout l'épouvantail, des gens très à l'aise comme des gens tout à fait normaux, des boursiers notamment, comme moi. Les rencontres ont été vraiment très enrichissantes. Après, académiquement parlant, bah là je sais ce que ça veut dire génie, genre. C'est pas moi le génie, moi je suis juste une personne qui fait les devoirs. Les génies, c'est les gens avec qui j'ai pu échanger, avoir des discussions parfois même scientifiques. Ils voient pas les maths de la même façon que moi. Genre, on voit pas la même chose. Et ce qui était encore plus drôle, c'était quand eux ils parlaient entre eux et toi t'étais juste spectateur. T'étais là, wow, il se passe des trucs là. Là, j'ai pas compris, mais il se passe quelque chose. Là, il y a un théorème qui va être cooked quelque part et vous allez nous sortir quelque chose et je vais être témoin d'une invention. Et le major de ta classe, tu l'as déjà vu plusieurs fois discuter avec des colleurs et. Bah oui, et que t'étais là, t'avais envie de l'attendre pour aller manger parce que c'est devenu un de mes grands amis. Il parlait, toi t'es là, dépêche-toi. Et en fait, voilà, j'ai vu des gens vraiment qui. Moi, ce que je disais. Je parie dans 10 ans, je vais lire des articles à vous, signés par vos noms, et je vais dire, wow, j'étais avec lui. Des gens comme ça, il y avait un mec qui a intégré Ulm Info en 1 an, donc 1,5. Ça, c'est vraiment fort. Ça, t'es là, t'es genre, non mais mec, comment t'as fait, je ne veux pas savoir, pour moi t'es la magie noire là, je ne comprends pas. Donc oui, ça c'était courageux, parce que ça peut mettre une claque si tu le réussissais pas. Et deuxièmement, pas absurde, mais impressionnant, c'est le seul bon mot à mettre sur cette personne. Il y avait tout, il y a des gens qui ont arrêté la prépa après 1 an, parce que juste ils disaient, c'est pas fait pour moi. Et d'ailleurs c'est ce que on retrouve dans mon livre et dans mon podcast, des gens qui disent, 6 mois de prépa ça me suffit, 1 an de prépa ça me suffit, ce n'est pas fait pour moi. Certes ça m'a appris des belles choses, mais on n'est pas tous forcés de passer par la prépa. Et moi, pour moi, c'est un message hyper important. On n'est pas tous obligés de passer par la prépa. Mes sœurs n'ont pas fait de prépa et ils réussissent leurs études très bien. La prépa, c'est une chance, une opportunité, mais c'est aussi un cadre, un contexte pas adapté pour tout le monde. D'ailleurs, les gens qui ont quitté la prépa après 1 an, moi j'étais genre, oh, en vrai, bravo, parce que vous êtes pas rentré dans le loop. En fait, vous vous êtes rendu compte que c'était l'heure d'arrêter et vous avez eu le courage de le faire. Et d'ailleurs, des gens qui parfois ils étaient très forts. Hein. Il y en a une elle savait qu'elle voulait faire de la recherche en maths très précise. Et cette chance-là, tu la trouves très vite à la fac, en faculté de maths. Pourquoi se taper de la philo, de l'anglais, de la physique, de l'info, des concours, des écrits, des oraux, pour plus probablement intégrer une école d'ingénieur et pas Ulm, etc. Elle a dit, mais c'était plus cohérent pour elle d'aller en L2. D'aller en L2 d'une belle université. Ou dans Jussieu, un truc comme ça. Voilà. Ou même, je pense qu'elle est partie à l'étranger, là où la prépa n'existe pas, et donc tout est focus sur l'université, et ça. Et c'est pas grave. Voilà, il faut décomplexer pour moi un peu le mythe autour de la prépa, que il faut absolument y aller. Non, faut y aller si t'as la chance, si t'as la possibilité, si t'as le profil adapté. Mais après, c'est pas grave si t'y vas pas. Tu vas réussir ta vie, et parfois même mieux que de personnes qui ont fait prépa, parce que pour toi, c'était pas le meilleur choix. C'est intéressant ce dont tu parles, de décomplexer tout ce qu'on diabolise autour de la prépa, parce que toi, t'as pu faire, donc t'en as parlé, un podcast. En fait, c'était un livre qui est devenu un podcast. En sortant de la prépa, j'étais chargé en matériel, émotionnel. Je commençais à écrire mon expérience de la prépa. Ça m'a pris 15 pages. Je me dis, ouais, quand même, j'étais chargé, quoi. J'avais un compte TikTok, j'ai encore aujourd'hui, et en fait, je me suis dit, d'ailleurs, vas-y, on va poser la question aux gens comme moi. J'ai fait une petite vidéo, j'ai dit, les gars, voici ma boîte mail. Si vous avez un témoignage sur la prépa à passer, genre, votre ressenti, juste lâchez-vous, comme vous voulez, sous forme de poème, lettres, récit long, récit court.
Dites-moi, bim, en une semaine, je reçois 200 mails, je commence à lire, je commence à être touché par des trucs. J'ai chialé un texte, je me rappelle, parce que cette fille, elle faisait... ce texte était très beau, très bien écrit, parce qu'il faisait le parallèle entre sa vie privée, où ses parents ont divorcé, et sa vie très difficile à la prépa. Et en fait, elle montrait comment il y avait... le divorce avait impacté la prépa avait impacté sa relation avec ses parents, et le divorce, etc. etc. Et moi, j'étais là, à la fin, j'étais wow, wow, wow. Ça mérite d'être raconté. Et après, je vois tous les textes que j'ai reçus, j'ai dit, attends, je prends ça, je vous mets dans l'ordre, je mets du sens. À la fin, je me suis retrouvé avec 120 pages. Je dis non, mais ça, il faut publier. Démarcher des maisons d'édition et tout. Malheureusement, que des réponses négatives. Mais parfois, même les gens, ils me disaient lâche pas l'affaire. On peut pas te publier chez nous parce que c'est pas la bonne direction éditoriale. Mais lâche pas l'affaire, c'est intéressant ce que tu proposes. Mes profs de français et d'anglais m'ont dit lâche pas l'affaire, vas-y. Je suis rentré en école d'ingénieur, la vie asso, les cours et tout. Donc le truc était en PDF. De temps en temps, ça revenait dans ma tête. Mais je savais pas quoi en faire. J'ai essayé de démarcher mon réseau sur LinkedIn. J'ai fait un post, ça n'a pas marché. Et après, un jour, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on le transforme, on innove. J'avais pensé à des vidéos YouTube ou des vidéos TikTok, je me suis dit, c'est l'histoire des gens, on peut pas y coller ma tête. On peut pas avoir, j'étais genre, ça marche pas. Et après, c'est là où je me dis, podcast. Podcast, il y a ma voix, mais il y a pas ma tête, il y a pas mon... Genre, il y a pas sûrement mon nom et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, on garde le même titre, Un vécu de prépa. Et je fais une petite première saison, 6 épisodes. J'ai choisi des différents récits, différentes tailles. Ça part de 5 minutes jusqu'à 20 minutes. Et je l'ai juste lu. Ça a marché, j'ai eu des écoutes et tout, par mon entourage, et pas forcément mon entourage. Les gens qui reconnaissaient leur récit m'envoyaient des messages, me disaient ah c'est moi, tu m'as publié enfin. J'ai dit bah ouais, ça a marché. Mais après avoir fait un podcast, je me suis dit ok, le podcast va être un peu une porte vers le livre, mais j'ai pas envie de gâcher le livre entièrement. Ouais. Ce livre il doit sortir sous format papier. Je le veux à la Fnac parce qu'il mérite, parce qu'il y a des histoires qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Tu vas à la Fnac, t'as des livres comment réussir Polytechnique en 3 étapes, t'as des livres sur les écoles de commerce, parce que c'est quand même des mondes plus ouverts, plus médiatisés. Je commence à avoir des trucs sur les écoles d'ingénieurs, mais personne s'est jamais posé la question comment on arrive en école de commerce, comment on arrive à Polytechnique, comment on arrive en école d'ingénieur. Il y a 2 ans de rien, boîte noire, les gens rentrent, ressortent, mais tu sais pas ce qui se passe. Que ce soit dans les lycées parisiens ou les lycées pas parisiens, c'est ça que je voulais raconter. C'était dans mon prologue, je disais vraiment c'est une histoire de tous partagée. On est tous assis avec différents backgrounds, différentes filières, différents lycées, et on raconte. Et en fait, on se rend vite compte qu'on a eu la même histoire qui s'est individualisée dans son contexte, prépa parisienne, pas parisienne, internat ou pas internat, vivre chez ses parents ou pas, finir la prépa ou pas, 3,5, 5,5. Chacun a sa propre histoire, mais cette histoire quand même est un peu partagée, un peu commune. C'est pour ça que le livre s'appelle Un vécu de prépa, un parmi d'autres, pas le vécu de prépa, il n'y en a pas un seul, il y en a beaucoup. Et voilà, qui sait un jour sera publié. Bah j'espère. En parlant de l'avenir justement, j'aimerais qu'on clôture ça en parlant de tes perspectives d'avenir, toi. Si je te donne 5 ans là par exemple, bon tu vas rentrer dans la vie active, tu vas construire ton réseau, machin et tout, tu vas faire ta vie, certes, mais si tu devais accomplir un truc en 5 ans, un truc, je sais pas, corrélé avec tes passions, un rêve, je sais pas. Qu'est-ce que ce serait? Alors, je vais en donner 2. Je vais en donner 2 parce qu'il y en a un que je dois absolument dire parce que je peux pas ne pas le dire. C'est réaliser tous les rêves de mes parents avec mes sœurs. On en parle déjà et on se dit, mes sœurs, il y en a une qui fait droit, l'autre qui fait Sciences Po. Mes parents ont eu des rêves qu'ils ont sacrifiés pour leurs enfants. Et sacrifiés en migrant à l'Italie, en migrant de l'Italie en France, etc., etc. Et là, il est temps de leur rendre leurs rêves. Bien évidemment, ils ont pas le même âge, mais essayer de réaliser leurs rêves. Donc ça, c'est mon premier rêve. Et après, si je pense à mon rêve personnellement parlant, c'est de... je vais oser dire... Premier influenceur académique. Créateur de contenu, mais purement du point de vue étudiant. Il y a des professeurs créateurs de contenu. Ouais. Des profs de maths, d'histoire, j'en connais, même très drôle et tout. Et j'aimais bien, en fait, m'affirmer en tant qu'influenceur académique, orientation scolaire, et en fait, montrer aux gens qu'on peut réussir. Mais moi je raconte toujours les problèmes, les soucis, parfois c'est pas facile. Voilà, démocratiser la discussion autour de l'orientation scolaire, autour de la réussite académique, comment y arriver, quels sont les obstacles, etc., etc. Et pour éviter que... Moi je me rappelle, ça m'avait marqué, je pense que c'était le ministre de l'éducation à l'époque, ou un de ses adjoints, qui devait parler de la précarité étudiante. Il a invité 2 influenceurs qui étaient déscolarisés. Moi cette scène m'avait choqué. Moi j'étais là, j'étais genre, c'est bien t'as invité des influenceurs, mais ils sont déscolarisés. Ok, ils sont influenceurs, mais ils ne savent rien. Oui, mais ils lisent les commentaires. Non, ils ne savent pas. Ils ne le vivent pas et ils ne savent pas de quoi on parle. Je veux pas attaquer les influenceurs
mais juste c'était pas leur place. Mais après je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait mettre quelqu'un d'autre à la place? Certes, on pouvait mettre un étudiant, lambda, mais il aurait pas eu la communauté autour, les millions de followers, etc. etc. Et c'est là où je me suis dit, ok, il faut que je joue à les deux bouts. Donc ça c'est mon petit rêve, j'adore les médias, j'adore parler, donc j'essaie de travailler petit à petit mon compte TikTok. Ce qui est intéressant, c'est que tes deux rêves sont liés à une vertu qui est l'altruisme en fait. D'un côté, tu vas faire plaisir aux autres, et de l'autre côté, tu vas faire plaisir à tes parents qui t'ont beaucoup donné, qui ont sacrifié pour toi. Ouais, parce que... Et je trouve ça admirable. Ouais, parce que si c'était que pour moi, ça serait la Fashion Week. Je veux la Fashion Week. Non mais c'est génial, c'est génial. Et en plus, ça corrobore ce que je disais, parce que j'ai parlé du bac marocain dans une dernière vidéo récemment. Et je disais que... on parlait du système éducatif et tout, et je disais que... il y a des choses... Enfin, en gros, j'ai dit que les Marocains notamment, mais c'est pas les seuls, ont un sens de la famille qui est relativement inné. Ouais. Et ça, je trouve ça génial. Et tu le montres encore une fois aujourd'hui. Ouais, je sais pas si c'est transmis par le couscous et les tagines, je sais pas. Et je pense que c'est pas que les Marocains, mais en tout cas, genre, nos parents ont sacrifié des choses et il faut en être conscient, il faut les remercier. Mais ça suffit pas de dire juste merci. Moi, je veux aussi, dans mon rêve, accomplir aussi leur rêve, faire... ne pas séparer les choses, parce que c'est mes parents, donc mélanger les choses. Ils font partie de moi, comme eux ils m'ont porté, je veux les porter aujourd'hui. Avec mes sœurs, bien évidemment, c'est un rêve partagé, on en est tout conscient. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que, avec mes followers italo-marocains, parce que c'est un peu ma communauté, ça revient très souvent, que leurs parents, ils leur doivent beaucoup, mais c'est pas un poids, c'est pas une dette, c'est juste un cadeau, voilà. Comme le bac, moi vraiment, le bac, ça m'a rien changé à ma vie. Je pouvais avoir 16, j'avais déjà lu l'avant, avant le bac. Ouais. Il me suffisait 10,01 pour avoir lu l'avant. Mais non, moi c'était vraiment pour avoir un papier, pour dire à mes parents, tenez, c'est vous qui avez fait ça. Vous m'avez envoyé à l'école, vous avez travaillé pour que je puisse avoir des livres, pour que je puisse avoir internet à la maison, pour que je puisse aller faire des voyages scolaires, etc. etc. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous le rendre. Ouais, voilà, vous voulez partir, on partira. Vous voulez une maison, ce sera une maison. Mon père, tu lui donnes, je pense, un jardin où il peut cultiver des choses, il est heureux, donc on trouvera un potager quelque part. Ma mère, c'est la cuisine, on fera de la cuisine ensemble et qui sait un jour ce que ça donnera. C'est génial, c'est génial. Je pense que c'est un bon moment pour clôturer la vidéo. Merci pour... merci à toi, franchement, c'était très très sympa, très très gentil. Franchement, le plaisir est réciproque et partagé. On a appris pas mal de choses. C'était bien d'avoir ton témoignage, c'était bien de savoir ce que t'es devenu. C'était bien de connaître un peu les anecdotes et tout ça, et c'est aujourd'hui à quoi t'aspires. Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, faites des erreurs. En fait, faites des erreurs, parce que j'ai parlé avec un ami plus grand qui m'a dit, tente tout. Il y a des choses qui marcheront, des choses qui ne marcheront pas, mais au moins t'augmentes tes possibilités que ça marche. Parlez avec des gens, échangez, essayez des parcours, faites des concours, faites en sorte d'avoir des écoles, plusieurs écoles parmi lesquelles choisir, et pas avoir un seul choix en fait. Il faut inverser un peu les rapports de force. C'est pas, elle m'a accepté cette école donc j'y vais. Non, cette école, cette autre et cette autre m'ont accepté, c'est à moi de choisir. Parfois c'est juste en postulant, et donc pareil pour les stages, ne postulez pas à un seul stage, postulez à 10 stages, 15 stages. Le plus de oui vous avez, le mieux c'est, le plus d'entretiens vous faites, le mieux vous entraînez, etc. etc. Faites. Vous n'allez pas voir les résultats tout de suite. Parfois ça prend du temps. Le jour où ça marchera, la satisfaction qu'il y a derrière... incommensurable. Voilà, exactement. Ok. Très bien, merci pour ce mot de la fin. Merci à toi. On va pouvoir clôturer la vidéo. Merci à tous, comme d'habitude, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous fais des bisous. On vous dit à la prochaine, peut-être même très vite. Et puis portez-vous bien, quoi. À la prochaine.